Et on te remercie pour ça, pour cette première. Merci beaucoup. Allez, on va conclure par Olivier Le Gall, qui va s'installer. On va conclure en fanfare, si j'ose le terme. Donc, Olivier est de formation agronome. Et alors, très long CV, hein, comme tous les intervenants. On l'a invité aujourd'hui, je l'ai invité en tant que président du Conseil français de l'intégrité scientifique. J'ai laissé tomber le micro. Et là aussi, à l'instar de la même façon que Marc, il va se prêter un exercice de style, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et essayer de nous parler du rôle des sociétés savantes et comment assurer au mieux la complémentarité entre ces différents acteurs et quelle pourrait être la place des sociétés savantes dans cette perspective. Et je pense que c'est une façon de bien clôturer cette session où tu vas essayer de rassembler les démarches individuelles et collectives, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Quelque chose comme ça. Formidable. Allez, à toi. Merci. Ouais, donc désolé, je ne viens pas avec un message à passer particulier. Au contraire, je profite du fait qu'on soit ici aujourd'hui avec des représentants des sociétés, toutes les sociétés savantes de France, et puis, toutes, en tout cas, les plus sérieuses. Et puis, et les plus sérieuses parmi les plus sérieuses, parce que celles qui sont restées jusqu'à la fin du vendredi après-midi en plus, et donc, ou qui ont loupé leur train, je sais pas. Et bon, bref, avec le gratin, disons, voilà, des sociétés savantes, et donc des ensembles quelque part un petit peu disciplinaires pour réfléchir ensemble sur un format table ronde. Et donc, je pense que c'est intéressant comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas préparé de topo d'exposé avec des diapos spécialement. On va rester sur Pierre Dac. Ouais, on peut laisser ça. Spécialement, et que je vais essayer d'introduire le propos. Alors d'abord quand même sur le point SIGAP, je réponds à quelques questions comme ça qui me viennent en tête. Sur le point SIGAP, ça a été épinglé par la Cour des comptes en 2017. Et donc on peut penser, normalement, un truc épinglé par la Cour des comptes, normalement derrière, ça suit quoi. Ben non, ça suit pas. Et notamment, ça contribue à financer jusqu'à un quart ou un tiers, salaire compris, de certains laboratoires de recherche clinique. C'est quand même super important, quoi. Plus la promo des chercheurs, praticiens, quoi. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant. Et la fois où j'ai découvert ça, moi je suis biologiste végétal comme Françoise, à INRAE aussi d'ailleurs comme Françoise, et la fois où j'ai découvert ça, en fait, c'était en préparant un topo sur l'intégrité scientifique auprès du CHU de Lille, au CHU de Lille, je ne sais plus exactement le contexte, mais enfin en monde clinique, et c'est de là que vient SIGAPS. Et donc à un moment donné, je leur dis ah Pierre, il y a un truc, c'est SIGAPS, et là un froid dans la salle, parce qu'effectivement ça venait de chez eux, c'était un de leurs sujets de fierté, c'est eux qui l'avaient préparé, ça avait été repris au niveau national, et ceux qui me disent comme ça spontanément, ça a remplacé un système de mandarina ou du mandarina non documenté par quelque chose qui est quand même un tout petit peu plus objectif. Et oui, d'accord, c'est objectif, mais enfin, si le thermomètre ne mesure pas la température, s'il mesure autre chose, c'est difficile de soigner le malade quand même. Et donc voilà, bon bref, sur SIGAPS, il y a vraiment un point d'attention parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur les Chinois après les paper mills, etc. Notre recherche biomédicale, elle fonctionne comme ça, il n'y a qu'à demander au professeur Raoult. Et donc, et ça va très bien à l'ensemble du processus. C'est sans doute quelque chose qui a un vrai point d'attention. Donc voilà, je voudrais reprendre d'abord un petit historique au-delà des définitions que Joël a très bien posées entre éthique, déontologie, intégrité scientifique. D'abord dire que selon les pays, ça a été redit aussi, je crois, par Françoise, selon les pays, ces mots-là, la sémantique n'a pas exactement le même sens. Et donc quand vous en parlez à des collègues à l'étranger, même si ça se stabilise un petit peu au niveau européen, mettons, et encore, parce qu'on a des projets européens en commun et des pratiques en commun, etc. Bon, voilà. Mais entre les pays, tout ça, ça s'appelle ethics. Et d'ailleurs, le Committee on Publication Ethics, qui était un des premiers ensembles qui travaillait sur l'intégrité scientifique, dit bien qu'il travaille
on Research Integrity, mais il s'appelle Committee on Publication Ethics parce ils confondent en fait. C'est les éditeurs en gros qui se sont entendus, qui ont réfléchi entre eux sur. C'est pas facile pour un éditeur de prendre une décision de rejet d'article enfin pas de rejet d'article, ça ils le font tout le temps, mais de soustraction, de rétraction d'articles en étant à 3000 km de l'endroit où les faits se sont produits, des visions contradictoires qui leur arrivent sur des auteurs qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faut rétracter. C'est pas facile. Donc ils ont essayé d'abord, eux, de faire un petit travail de déontologie interne et puis ils ont un très bon site web avec des cas d'école, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision dans tel cas, anonymisé, etc. Et donc plutôt intéressant. Mais enfin, ils appellent ça Ethics. Et effectivement, c'est important de garder en tête que ce sens sémantique n'est pas le même dans tous les pays. C'est très difficile à évaluer au grade du projet. Les projets européens, vous savez, vous avez des trucs à cocher. C'est super facile. Je coche mes cases. Non, je ne fais pas de recherche sur l'embryon humain, parce que moi, c'est l'astrophysique. Non, etc. Vous cochez les cases. On pourrait penser que c'est super borné, super facile. Et en réalité, il y a un article qui vient d'être publié l'année dernière qui montre qu'il y a la moitié des projets où les chercheurs qui déposent le projet n'ont pas conscience des questions d'éthique. Ce n'est pas forcément des problèmes, d'ailleurs, des questions parfois simples d'éthique qui sont posées, d'éthique au sens large, une fois de plus, qui sont posées dans leur papier. Ça concerne plutôt l'éthique, d'ailleurs, de fait, et plutôt que l'intégrité scientifique, parce qu'on leur demande difficilement dans un projet comment ils vont faire les stats, comment ils vont charger leur gel d'électrophorèse pour les biologistes, etc. Donc on ne rentre pas dans ce détail-là au niveau du projet de recherche. C'est très difficile à évaluer l'intégrité au niveau en amont, quoi. Et on peut éventuellement demander des trucs sur les stats et tout ça, et les conditions expérimentales. Mais voilà, au grain du projet, c'est difficile. C'est mon expérience aussi. J'ai eu des programmes de recherche, des projets déposés dans le cadre de programmes de recherche européens à évaluer. Et typiquement, on voit ça. On voit des chercheurs qui cochent les cases, machin. Y a-t-il des problèmes éthiques? Oui. Votre projet est-il ethically compliant? Non. Ils le déposent quand même. Ben voilà. Et puis, avez-vous, si c'est pas compliant, qu'est-ce que vous avez comme... non, rien, pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est quand même, au-delà du sourire jaune, là, c'est quand même quelque chose qui est un vrai problème de conscience, qui révèle un vrai problème de conscience, de prise de conscience par les chercheurs, y compris, par exemple, on a de temps en temps, dans des projets comme ça, moi, c'est des projets sur le domaine des systèmes alimentaires, de l'agronomie, etc., des gens qui disent oui, mon projet est éthique puisque c'est pour sauver la planète et pour sauver la faim dans le monde. Et donc mon projet est éthique. Oui, alors oui, mais non. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà. Si tu interroges des fermiers africains et puis que tu prends leurs adresses et puis que tu transfères les adresses d'un pays à l'autre, etc., et leurs données éventuellement biomédicales et tout ça, c'est pas très dur à gérer, mais enfin, il faut le gérer. Voilà. Bon. Ok. Une difficulté qui a été donnée aussi, c'est de définir de manière positive toutes ces notions-là. Typiquement, quand je dis à des gens que je travaille sur l'intégrité scientifique, des gens qui ne connaissent pas spécialement le domaine de la science, ou d'autres qui connaissent, et enfin peu importe, tu travailles sur les fraudes. Alors non, parce que intégrité scientifique, c'est un mot à connotation positive, contrairement à fraude. Voilà. Et donc c'est l'inverse, en vrai. Et donc je ne travaille pas spécialement sur les fraudes. Et c'est très difficile en fait de définir, essayer de voir dans la vie de tous les jours de ce que vous avez autour de vous, définir une norme de manière positive. Ça ne tombe pas sous le sens. On voit les papiers gras qui sont par terre dans la rue, mais on a du mal à définir par avance ce que serait une rue idéale. Voilà. Et définir ce que c'est qu'un intérêt public, Françoise le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est à 2 jours de la présidentielle, c'est aussi parce qu'on vient de vivre une pandémie, puis on est encore un petit peu dedans. On est encore un petit peu dedans, où on a bien vu s'affronter 2 visions de ce que peut être un intérêt public. La liberté de se promener est un intérêt public, la liberté de se promener dans les lieux qu'on veut, dans l'état où on veut, etc. Et la liberté de se promener sans être contaminé en est un autre. Voilà. Et donc, et on a bien vu ces trucs-là s'affronter, et 2 visions de société s'affronter, sans doute de manière totalement irréconciliable, parce qu'en fait, on a tous un petit peu ces 2 valences-là en nous, et puis il y en a qui l'ont plus l'une que l'autre. Voilà. Donc, est-ce que je me vaccine ou est-ce que est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est pas obligatoire? On ne peut pas, je pense, arriver à résoudre ça de manière simple. Donc, c'est des débats et c'est voilà. Et puis aussi, un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport à une question qui venait, je crois, de par ici.
l'éthique, aujourd'hui, en recherche, a un cadre légal uniquement dans le domaine du biomédical. Au moment où on a travaillé avec un sénateur, Pierre Ouzoulia, et Pierre Henriet, un député, mais c'est beaucoup Pierre Ouzoulia qui était aux manettes, sur l'intégrité scientifique dans le code de la recherche. Là, si la loi de programmation de la recherche a eu une vertu, c'est d'introduire la notion d'intégrité scientifique et de normer un certain nombre de choses. Et on y a bien travaillé avec Pierre Ouzoulia. Au moment où on a fait ça, en fait, évidemment, la question se pose à quel endroit on le rentre. On regarde le code de la recherche, que je n'avais pas lu encore. Hein, mais je l'ignorais pas pour autant. On a un chapitre entier sur l'éthique, un titre entier sur l'éthique, etc. Super, énorme. Ah, il y a un seul chapitre. Ah, il y a un seul sous-titre. Ah, il y a un seul article. Ah, ça renvoie au code de la santé publique. Et c'est tout ce qu'il y a sur l'éthique. Il n'y a rien du tout sur l'éthique numérique, sur l'éthique dans le domaine de l'environnement, ce que tu mentionnais tout à l'heure, sur l'éthique dans d'autres domaines, en sciences sociales ou quoi. C'est uniquement le code de la santé publique, et donc ça renvoie au Comité consultatif national d'éthique pour le domaine de la santé publique. C'est aussi historique. C'est que l'éthique en recherche, elle a découlé directement du procès de Nuremberg et de la vision qu'on a eue, donc évidemment, sur la médecine nazie à ce moment-là. Au passage, avant ça, faire des expérimentations sur des prisonniers, c'était parfaitement accepté. Une fois de plus, c'est pas pour excuser Mengele, mais enfin bon voilà, c'est les raisons pour lesquelles les gens étaient prisonniers. Mais faire des expérimentations sur des prisonniers, c'était Pasteur recommandait de faire ça, Claude Bernard recommandait de faire ça, etc. Enfin, voilà, on pouvait mieux prendre des prisonniers que des gens, voilà. Donc voilà, c'est uniquement dans le domaine biomédical pour le moment. Il y a tout un cadre conceptuel qui manque en fait dans les autres domaines. En ce moment, le CCNE essaye de travailler sur le numérique en fait avec l'ancien comité d'éthique de l'Alliance de recherche dans le numérique, Athéna, qui maintenant est devenu un comité pilote ou sous-comité pilote, je ne sais plus exactement le titre, au CCNE pour l'éthique du numérique. Mais sur l'environnement, il n'y a rien. J'ai alerté à l'époque l'Alliance à l'envie sur le fait que... Alice Tenu, pardon. J'avais interrogé à l'époque, quand j'ai découvert ça, l'Alliance à l'envie, que tiens, vous devriez bien réfléchir à une éthique en recherche environnementale, parce qu'y compris au niveau international, il n'y a pas beaucoup de référentiels. Et donc, quand on a des projets d'agronomie à évaluer ou à soumettre, on nous demande si on travaille sur de l'embryon humain, et donc les vraies questions ne sont pas prises en compte pendant ce temps-là. Il y a une montée en puissance de la prise en charge des questions d'intégrité scientifique, d'éthique, de sciences responsables, etc. Depuis quelques années, on voit ça. Je disais pour l'éthique, c'est le truc le plus ancien, ça date donc du milieu du XXe siècle sous cette forme-là, et les autres notions plus récentes. Pour l'intégrité scientifique, ça date vraiment, on va dire, de la décennie qui vient de s'écouler, donc des années 2010 par là. Hein. Et donc il y a eu quelques prises en compte en réaction à des fraudes, à des affaires de fraude en France ou à l'étranger dans les années 90 déjà, 1990, mais essentiellement c'est depuis les années 2010. On va dire que l'acte fondateur, c'est la conférence de Singapour d'une part, qui en 2010 donne quelques définitions et quelques normes. En même temps en France, au passage, à quelques jours près vraiment, un rapport qui est remis au ministère de la Recherche, à la DGRI, la Direction Générale de Recherche et Innovation du ministère de la Recherche. Le DGRI à l'époque était... non, c'était plus lui, je crois, mais celui qui l'avait commandé, c'était Gilles Bloch, actuel président de l'INSERM. Simplement, le rapport, il a mis 3 ans à être rendu, et entre-temps, c'était plus le même DGRI, c'était plus les mêmes ministres, etc. Et le rapport, il a servi à caler une table. Et donc, alors qu'en 2010, il était quand même pas si mal. C'était l'occasion pour la France de prendre d'embrayer. On avait un rapport de situation, voilà, et puis tout à faire, hein, mais un rapport de situation sur un problème, une question qui était émergente, y compris au niveau mondial. On était à quelques jours près dans le temps. Et puis, ça a traîné pendant 5 ans. Il y a eu la rédaction de la charte de déontologie des métiers de la recherche par les référents intégrité de quelques établissements qui commençaient à en avoir un petit peu. L'INRA était dedans à l'époque. Et puis, INSERM, INRA, il y a eu CNRS à travers le COMETS. On contribué à la rédaction de cette charte, en tout cas quelques membres du COMETS. Voilà. Et donc ça, c'est 2015.
Et puis depuis, il y a une prise en compte des questions de conflit d'intérêts dans la loi Le Pors, maintenant convertie dans le code de la santé, de la fonction publique. Et puis, donc l'intégrité scientifique, elle, est rentrée dans le code de la recherche. Une fois de plus, tout reste à faire sur l'interfaçage, parce que le code de la recherche, il n'est pas super précis sur la manière de charger un gel d'électrophorèse. Et donc, ou le nombre d'expériences à refaire, ou comment on interprète P égale 0,05. Donc cette montée en puissance, c'est très bien, c'est fantastique, enfin c'est super. Moi, ça me rend plutôt optimiste, mais ça, c'est une question de perception. J'ai une espèce d'optimisme désabusé, comme dans d'autres situations, voilà. Mais ça induit aussi un risque d'empilement, et voire même de confusion, le cas échéant, parce qu'on a l'impression que chaque institution veut créer son comité d'éthique, son comité de déontologie, son comité d'intégrité, son comité des trois à la fois, etc. Parfois même, il peut y avoir un risque de confusion volontaire, non, on pourrait dire presque qui ressemblerait à quelque chose de volontaire, quand les jeudis de l'IHU organisent à destination des étudiants une journée contre la méthode, donc le discours contre la méthode, quand même. Voilà, et puis et là, bim bim, et les statistiques, ça sert à avoir raison, etc., etc. On croit qu'on hallucine, quoi. Et on voit bien que si, par exemple, l'IHU aujourd'hui se fait accrocher sur l'IHU de Marseille, se fait accrocher sur des questions de la manière dont il a sollicité les comités d'éthique. Je ne sais plus qui posait la question de solliciter les comités d'éthique pour chaque expérience. Il est passé au-delà de ça, on va dire, en tenant compte d'avis éthiques apparemment. Je n'ai pas regardé le détail, puis ça n'a pas encore été complètement avéré, maintenant c'est examiné, mais en tenant compte des avis des comités d'éthique d'une autre expérience qui n'avait rien à voir, et puis tiens, on va l'utiliser pour une autre maladie sur d'autres patients, d'autres personnes, enfin bon voilà. Faut pas qu'il y ait non plus trop de micro-encapsulation des réflexions éthiques, parce que sinon chacun va inventer sa propre éthique et qui va être par définition la bonne. Faut donc étant donné qu'on s'appuie sur ce qui est universel à l'intérieur, comme Joël l'a dit tout à l'heure, la déontologie, c'est ce qui est les valeurs qui font la cohésion d'une profession. À partir du moment où on fait la même profession, où qu'on soit sur la planète, les questions de déontologie, elles devraient quand même beaucoup se ressembler, en tout cas certaines d'entre elles. Le contexte est différent, le cas échéant, mais la manière de plus, charger un gel d'électrophorèse, tenir compte d'une probabilité P égale 0,05, etc. Ça, c'est pareil où qu'on habite, y compris sur la planète Mars. Donc, ces questions-là, en fait, ne devraient pas donner lieu à elles sont capables d'évoluer, parce qu'il y a des recherches en statistique qui permettent d'avoir des statistiques plus élaborées que celles qui étaient encore avant, etc. Mais ces questions-là ne devraient pas donner lieu à une réflexion éthique et à des recommandations locales dans le temps, dans l'espace, etc. Donc il faut faire attention à ça. Mais par contre, on a un besoin de lisibilité et de clarification des rôles de tous les différents acteurs de ces magnifiques écosystèmes de la recherche, autour qu'est-ce que chacun peut faire en fonction de ses missions, en fonction de son organisation, etc. Qu'est-ce que chacun peut faire, à quoi il est pertinent, et puis parce que sinon, simplement le chercheur à sa paillasse qui a une question à se poser, à qui je m'adresse, un peu par définition, c'est que des trucs qui sont émergents. Il va s'adresser au premier qu'il voit passer, et c'est pas forcément le bon. Voilà, c'est pas forcément celui qui est le plus pertinent. Voilà. Voilà, donc je ne rentre pas dans ce détail-là. Les besoins qu'on a, en fait, c'est des besoins... donc, quels besoins on doit réfléchir sur les questions de recherche responsable, et intégrité, déontologie, éthique. C'est des questions de prospective, par exemple, et qui se posent à tous, à toutes les disciplines, c'est l'ouverture des pratiques scientifiques. Est-ce que ça va de soi? Alors, sur le site du ministère, c'est marqué 5e attendu de la recherche ouverte, de la science ouverte. Ça fait la promotion de l'intégrité scientifique. C'est pas forcément automatique. Voilà, on voit bien que ça va dans le même sens. C'est pas forcément automatique. On a organisé l'office, on a organisé avec le comité sciences ouvertes, on a organisé un colloque en 2019 sur la question. On voyait bien que ces deux communautés qui travaillent sur ouverture de la science et sur intégrité, qui ne se connaissent pratiquement pas, qui travaillent un peu sur la même chose, parce que c'est à la fin ce qu'est la méthode scientifique et qu'est-ce qu'est la science, qu'est-ce qu'on ouvre et qu'est-ce qui intègre. Mais on ne se connaît pratiquement pas.
Et on a besoin de travailler ensemble. Et en tout cas, ça ne va pas de soi que les méthodes d'ouverture de la science, certaines conduisent directement à de la fraude, voilà, de la fraude ouverte. Et on travaille dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Responsible Open Science in Europe. On travaille justement avec un consortium coordonné par des Norvégiens. On travaille à ces questions d'ouverture de la science responsable du point de vue éthique, intégrité, légal, enfin réglementaire et social. On est dans le monde académique, je termine juste là, c'est ça. On est dans le monde académique sur une adaptation entre des individus et des collectifs. La norme collective qui est définie par la déontologie, dont fait partie l'intégrité, et les individus que sont chacun d'entre nous en tant que chercheur ou en tant que citoyen d'ailleurs, parce qu'en tant qu'utilisateur, donc de manière globale de la science. Et cette adéquation, en fait, il faut... ces référentiels qui peuvent exister, j'ai oublié de le mentionner, mais le référentiel européen qui est plutôt bien, qui s'appelle le Code de conduite européen du chercheur, European Code of Conduct, en 2017, qui définit l'intégrité scientifique autour de 4 valeurs positives que sont le respect, la fiabilité, l'honnêteté et la responsabilité au sens de... et la responsabilité par rapport à sa recherche, quoi. Je suis responsable de ce que je fais. Voilà. Donc voilà, comment on décline ces différents référentiels et celui-ci notamment. Donc en fonction de son rôle, donc le rôle des différents acteurs, c'est de conduire de la recherche pour les chercheurs, l'accompagner pour les infrastructures de recherche, mais aussi pour les sociétés savantes. C'est de publier, les sociétés savantes parfois publient elles aussi, c'est de publier, donc les éditeurs ont un rôle particulier. Copé s'était organisé, dont j'ai parlé tout à l'heure, s'est organisé il y a quelques années, mais quelques décennies maintenant, par rapport à ce besoin qu'ils ont ressenti. Ou la diffusion, il y a des choses à dire, je pense, sur la déontologie, l'intégrité, de la manière dont les résultats de recherche sont diffusés par des journalistes, avec le concours de chercheurs, par des journalistes en herbe à travers les médias sociaux. Il y a un travail certainement là-dessus, avec quelque chose qui est difficile à décrire sous forme d'une communauté, parce que par exemple les médias sociaux, il n'y a pas vraiment une communauté. Les journalistes, il y a difficilement une communauté, parce qu'un journaliste scientifique, ce n'est pas la même chose qu'un journaliste de presse générale, et il ne va pas avoir forcément le même recul sur ce qu'il est capable de lire et de diffuser. Voilà. Et puis bien sûr les institutions, donc le rôle des institutions. Voilà. Donc à quel grain est-ce qu'on travaille dans ce but-là? Les principes donc, de l'intégrité scientifique sont universels, mais les modalités sont communautaires. Par exemple, les normes de signature d'un article, de qui est auteur, à quelle place dans la liste d'auteurs, ne sont pas les mêmes selon les disciplines. Et donc quand vous êtes un informaticien qui a l'habitude de publier par ordre alphabétique, et quand vous faites un article avec des biologistes qui ont l'habitude de publier en mettant celui qui a fait la science en premier, celui qui l'a accompagné en deuxième, celui qui était son encadrant en dernier et celui qui était le chef du labo en avant-dernier, pour faire court. En tout cas, il y a quelque chose qui est très codifié, qui n'est écrit nulle part, d'ailleurs, mais qui est un code universel planétaire, parce que vous sortez de votre thèse avec votre liste de papier, vous allez montrer votre liste de papier à un labo en Californie ou ailleurs, et il va savoir lire. Vous avez votre liste de publication en tant que docteur, là, tout jeune. Vous avez votre liste de publication. Le PI, il va trouver dans la liste de publication, il a les codes lui aussi pour décoder qui a fait le boulot dans ce papier. Enfin, c'est une évidence pour tout le monde. C'est écrit nulle part. Et c'est une évidence très forte. Voilà. Et donc, oui, mais quand on fait un papier en interface disciplinaire, par exemple, qu'est-ce qu'on prend comme ordre des auteurs ? En sciences sociales, assez souvent, ou en sciences humaines, il y a un auteur. Ça peut arriver. Ça se conçoit difficilement dans d'autres disciplines. En astrophysique, le papier sur le boson de Higgs, il y en avait 5000, je ne sais quoi. Le quart de la communauté mondiale, quel sens ça a, sans doute d'être auteur assez différent de celui qui est auteur d'un papier, d'un article de Léo Koutelek, là, voilà, il publie tout seul dans sa discipline. Enfin, pas toujours, mais ça arrive. Et donc, ça a forcément un sens différent en termes de responsabilité par rapport à ce qui est écrit. Donc, les modalités sont disciplinaires. La relation aux données, par exemple, aussi. Il y a les sciences expérimentales, les sciences de l'observation, les sciences plus théoriques, sans entrer dans le truc sciences dures, sciences molles, sciences visqueuses. C'était à votre réunion de lancement quand il y a eu les sciences visqueuses, j'avais bien aimé. Et donc, sans rentrer dans cette distinction, la relation aux données, sans doute, en tout cas, conditionne la manière dont ensuite elles sont
les méconduites, etc., ont lieu, voilà, le cas échéant. Et puis, sans doute l'équipe de recherche est quelque chose, un creuset parce que c'est là que la science se passe, l'équipe de recherche ou l'unité de recherche, enfin un niveau assez bas, et un creuset où là on peut aller faire des choses assez fines sur des règles par exemple de signature d'auteur ou d'autres règles, en faisant attention de ne pas tomber dans le communautarisme avec les jeudis contre la méthode, voilà, mais n'empêche, c'est un endroit qui est intéressant parce que ça croise la perception géographique, la perception thématique, disciplinaire, donc c'est sans doute un grain qui est approprié, mais il faut avoir une réflexion disciplinaire, et c'est pour ça que les sociétés savantes sans doute devraient avoir un rôle dans la promotion de l'intégrité scientifique. Il faut avoir cette lecture disciplinaire, c'est une clé de lecture et d'écriture, le cas échéant, essentiel. On a commencé à travailler avec une société savante à l'office qui nous a sollicité, parce que c'est celle qui nous a sollicité. Je ne crois pas qu'elle soit ici. Je lui ai signalé qu'il y avait un collège des sociétés savantes, et donc je ne sais pas si vous ont contacté. Ça, c'est la Société de philosophie des sciences de gestion. Voilà, tu vois. Et donc, pour travailler sur ce que veut dire dans leur domaine, comment se déclinent les valeurs de respect, fiabilité, responsabilité, et puis un cas de valeur là. Et donc, il faut faire ce travail, je crois, dans chaque discipline sur la formalisation des règles déontologiques et notamment d'intégrité scientifique. Et des fois, j'ai bien compris ça aussi de la première réunion qui avait eu lieu à l'école de médecine, là où j'avais été présent, et notamment les économistes il s'était passé un truc, je ne me souviens plus le détail, dans le domaine de l'économie. J'ai bien compris qu'il y avait... il y avait des fois, dans une même discipline, des perceptions et des visions du monde qui pouvaient différer. Et donc, à un moment donné, si on fait discipline scientifique, il faut certainement... c'est des chantiers sur lesquels on peut sans doute avancer sur des règles déontologiques communes et des règles de pratique de la recherche commune. Voilà. Merci. Voilà, et donc c'est l'endroit pour le faire. Je ne sais pas sous quelle forme vous engagez ça ici. On peut